Très heureux de t'avoir avec nous. Bonjour. Du coup, on va parler un peu justement de la relation client et des différents points de friction qui sont réparables aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu nous partager déjà qui vous êtes et comment vous travaillez sur le sujet? Tout à fait. Alors bonjour à tous. Equimetrix, c'est une société de conseil, leader européen en data science. Cette data science, on la pratique depuis 13 ans. Et donc depuis tout ce temps-là, effectivement, on a une vision assez éclairée. On accompagne nos clients dans cette transformation qui est à l'œuvre autour de la relation client. Je pense qu'on peut faire deux constats aujourd'hui sur ces pain points ou ces points de friction. Il y en a un qui serait autour de la promesse technologique qui peut-être progressivement prend un peu le pas sur la promesse relationnelle. Autrement dit, vous avez une relation client qu'on essaye de plus en plus de faire fonctionner dans une série d'outils qui sont tous très sophistiqués et très utiles les uns indépendamment des autres, mais qui comporte un risque de perdre un peu la cohérence du message de marque initial. Et puis peut-être un deuxième point, c'est que vous êtes sûrement tous alertés sur le fait qu'on cherche de plus en plus à faire de la recommandation et de la personnalisation. Quand on dit recommandation, c'est essayer d'attirer un interlocuteur de manière plus efficace avec des choses qui soient pertinentes dès le début. Et puis la personnalisation, ça consiste à créer une expérience la plus intimement liée à la marque également. Et là encore, vous avez un risque de perdre un peu la cohérence du message de marque. Il y a un exemple qui est frappant pour nous et qui nous semble intéressant, c'est que quand on demande à des grands groupes qui sont nos clients aujourd'hui, on leur pose toujours la question où est-ce que vous en êtes sur votre promesse relationnelle? Quelle est-elle? Quel est le message que vous souhaitez véhiculer à vos clients? Comment est-ce que vous souhaitez vous présenter à votre clientèle? Eh ben, on a de plus en plus de mal à avoir une réponse, ou peut-être pour le dire autrement, de plus en plus de mal à avoir une réponse convaincante. Voilà. Et c'est quelque chose qui nous semble assez symptomatique sur ce problème de la promesse relationnelle qui a été un petit peu diluée dans la promesse technologique. Donc ça, c'était un peu un état des lieux. Comment penses-tu que l'AI et le machine learning peuvent permettre éventuellement de participer à résoudre ce problème et gérer ces points de friction? Alors, je pense que c'est intéressant de prendre un exemple sans tarder. En fait, on a travaillé pour un leader de l'assurance qui avait, lui, comme sujet autour de la promesse relationnelle, de pivoter complètement, de passer d'un simple gestionnaire du risque, alors le mot simple est peut-être un peu exagéré parce que c'est très compliqué, mais du moins de passer de ce payeur en cas de sinistre à une société qui accompagne réellement le client dans son quotidien, dans son activité, un vrai business partner. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs de vous dire deux mots sur quels sont les deux grands enjeux de ce secteur de l'assurance, parce que je pense qu'ils sont assez transposables à tout un tas d'industries, dont vraisemblablement les vôtres. D'une part, il y a la customer centricity, c'est se recentrer sur les attentes des clients. Et puis deuxième chose, simplifier le modèle opérationnel. Si on se concentre sur notre sujet d'aujourd'hui, qui est plutôt sur le pilier recentré sur les attentes clients, l'assurance est intéressant parce que vous avez un parcours client qui est bien souvent, trop souvent, résumé à deux moments clés. Il y a un premier moment où vous payez votre prime d'assurance et puis vous la payez tous les ans quand le contrat se renouvelle. Et puis un deuxième moment qui se situe au moment où vous avez un sinistre ou un pépin et vous cherchez à vous faire rembourser. Donc ce n'est pas exactement les deux moments les plus extraordinaires dans le parcours client. Et c'est donc du coup ce métier est par construction assez générateur d'une frustration. Donc on a dû donc du coup travailler là-dessus. Alors comment on a fait? L'idée de départ, c'était de créer un score de résiliation de contrat, ce qu'on appelle un score de churn. Donc en gros, vous avez tout un parcours passé que vous essayez de modéliser dans un modèle qui va vous donner une probabilité que votre client rompe son contrat ou résilie, quitte votre marque à un horizon donné. Donc là, vous voyez un exemple où vous avez beaucoup de points de contact qui sont assez éparpillés et qu'on essaye de résumer. Une manière traditionnelle de faire ça, alors c'est une application assez traditionnelle justement de l'intelligence artificielle, c'est sur la partie gauche, vous avez souvent affaire à des modèles statiques, où tout ce parcours client, vous essayez de le résumer dans un certain nombre de variables qui vont vous permettre de construire ce score. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on est allé un cran plus loin, même deux crans plus loin, on est passé à la deuxième dimension,
en se disant c'est trop dommage d'écraser tout ce qui se passe en termes de chronologie dans la vie de votre client, et on va du coup modéliser avec la dimension temporelle. Donc, c'est-à-dire modéliser non seulement tous les événements qui se passent, mais préserver la frise temporelle de tous ces événements. Et du coup, ça vous donne accès à ce genre de résultats où vous avez en abscisse tout un tas d'événements qui se passent, et à chaque fois que vous avez des sauts ou des changements dans la courbe d'insatisfaction, en fait, c'est parce qu'il s'est passé un événement. Et donc, vous êtes capable, quasiment en temps réel, d'avoir non pas un score de churn ou de résiliation, mais un score d'humeur ou d'insatisfaction de votre client. Et une fois qu'il passe un seuil que vous avez considéré comme problématique, eh ben vous êtes capable de déclencher une réelle action parce que vous vous dites « mon insatisfaction, elle est réellement trop importante et il faut que je fasse quelque chose ». Voilà en gros comment on a utilisé l'intelligence artificielle pour passer à une dimension un petit peu plus proche de la vie du client. Et du coup, quels sont les résultats que tu peux partager des deux côtés, c'est-à-dire du côté assureur et du côté assuré? Alors, côté assureur, ce qui est intéressant de noter, c'est que d'une part, le modèle est capable de détecter les gens qui sont le plus à risque, et on a réellement été capable de les identifier en avance. Et puis peut-être côté assuré, une anecdote ou un exemple parlant, c'est que vous voyez par exemple dans cette courbe, vous avez l'insatisfaction à la fin qui grimpe progressivement, lentement mais sûrement. Et en fait, c'est parce que pour ce client-là, il ne s'est rien passé dans la relation client. Il ne s'est rien passé entre le mois numéro 20 à peu près, qui est le début de la croissance de la courbe, et la fin de son contrat. Donc il n'a pas été appelé, il n'a pas été travaillé en termes de relation. Et le modèle a compris que ce client-là, il aurait bien aimé être contacté plus régulièrement. Autrement dit, pour ce type de client, il aurait été important de travailler la relation plus en profondeur, de l'appeler de manière à ce que son insatisfaction puisse être diminuée. Et donc le résultat tout simplement du modèle, c'est que vous avez un niveau d'insatisfaction de la base client résultante qui se trouve diminué, et pas nécessairement en augmentant le nombre de ressources de client manager. C'est plutôt en les optimisant, en utilisant le modèle ou l'intelligence artificielle pour aider à sélectionner plus rapidement, plus précisément les points problématiques. Voilà. Avant, le client appelait un peu à l'aveugle. L'assureur, je veux dire, appelait ses clients un peu à l'aveugle. Aujourd'hui, il les appelle de manière beaucoup plus intelligente, entre guillemets, et en tout cas en ayant reconstitué l'histoire. Il sait quand il prend son téléphone où en est son client, ce qui lui est arrivé et où est-ce qu'on estime être son niveau d'insatisfaction aujourd'hui. Du coup, c'est un peu une réponse, justement. On est dans un contexte où le client veut vraiment une relation extrêmement personnalisée. Et il faut un peu, c'est ce qu'on évoque au Web Institute, un peu des super pouvoirs aux associates qui essayent d'aider et d'accompagner les clients finaux avec la bonne information pour les aider à répondre un peu aux besoins. De par ton expérience, quels seraient un peu les best practices et les petits tips un peu en conclusion que tu pourrais donner à l'audience aujourd'hui avec nous par rapport à tous les cas un peu que tu as vus pour leur permettre de donner quelques clés de succès? Alors, je dirais dans un premier temps que l'intelligence artificielle, il faut la voir comme une opportunité. On parle beaucoup de destruction de métiers, par exemple. On peut aussi le voir sous l'angle, évidemment, il y aura des métiers qui vont être un peu déplacés, transformés nécessairement. Je pense qu'il ne faut pas se cacher là-dessus. Mais on peut aussi voir le verre à moitié plein et se dire, un peu comme Internet, un peu comme la révolution du mobile l'a fait dans le passé, on va avoir d'autres métiers qui vont se créer. Peut-être que les métiers vont être déplacés avec des réelles opportunités. Ça, c'est sur un point purement humain qui est quand même important. Avec un rôle de la société qui n'est pas que sur les experts data, évidemment, mais qui englobe tous les acteurs de l'économie et de la société. Le voir comme une opportunité, mais peut-être avec quelques conditions qui soient remplies préalablement. Une première, et je crois que ça a été dit juste avant, c'est que il faut absolument viser une industrialisation rapide. Nous, ce qu'on pense, c'est que il vaut mieux se mettre d'accord sur un périmètre très défini, très resserré, très circonscrit à un problème simple, quitte à être capable de mettre ça en œuvre, aller jusqu'à la mise en production rapidement, en l'espace de 3 à 5 mois, par exemple. C'est un ordre de grandeur de temps qui nous semble raisonnable. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes capable de cristalliser quelque chose au sein de votre entreprise autour de ce succès.
et du coup faire bouger les lignes, et on peut commencer à parler d'une adoption autour d'une solution qui soit réellement mise en œuvre. Cette adoption, pour qu'elle soit aussi réussie, il faut d'après nous que ce soit le métier qui la gouverne. Et comme je vous disais un peu en introduction, donc business first, c'est-à-dire un pilotage par le métier, par la stratégie, par la promesse relationnelle, qui est notre sujet d'aujourd'hui, et non pas par les opportunités technologiques qui nous arrivent. Autrement dit, je construis un data lake, et puis je me pose la question, qu'est-ce que je vais en faire? Ça a l'air super intéressant, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Plutôt le chemin inverse. Voilà ce que je veux faire avec ma marque, avec mon image de marque, avec mon message. Est-ce que j'ai besoin d'un data lake? Si oui, comment je le construis? Je me fais aider par quel type d'experts? Voilà, donc le métier, l'industrialisation un peu comme une obsession, et à ce moment-là, on peut commencer à parler d'une adoption. Et du coup, en termes de ratio, on évoquait un peu une recherche de formule magique, un peu, en termes d'investissement et au niveau pour gérer les opérationnels et les embarqués. Eh ben alors, nous de ce qu'on comprend et assez empiriquement de par nos missions, ce qu'on voit quand même, c'est que le gros de la problématique, elle est justement sur ce problème de l'adoption. Et quelque chose de très caricatural qui sûrement prêterait à discussion, mais on peut se dire que collecter la donnée, fabriquer les modèles, voire même les valider et construire un pilote qui puisse être testé, tout ça, après tout, ça peut représenter une vingtaine de % dans le chemin que vous avez à parcourir vers une IA au service de votre marque et de vos métiers. Les 80 autres %, c'est tout ce qui tourne autour de l'industrialisation et de l'adoption, justement. Et donc, du coup, de faire en sorte que vous avez embarqué vos métiers, la DSI, comme ça a été souligné par la Française des Jeux juste avant, voilà, les différents organes qui sont nécessaires d'être embarqués pour qu'à la fin, votre projet il soit une vraie réussite. Et ce que nous, on appelle une réussite, c'est quelque chose qui a, dans les faits, dans le quotidien des opérationnels, changé la manière de travailler. Voilà. 80-20, a priori, c'est la bonne formule. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage.